Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est reparti pour 90 minutes avec une émission essentiellement sportive. Mais déjà pour ce soir, regardons le programme. La Grande Team présente ce soir LGT News. Moussa Diarra, le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball, est notre invité. Cannes 2023. Jean-Louis Gasset doit-il prendre 27 joueurs ou moins? On en parle de notre actu. La 3 vous souhaite une bonne émission. Et oui, pour l'émission de ce soir, nous recevrons donc le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Moussa Diarra. Ça sera dans le focus de ce soir. Mais déjà, pour l'actu, la question LGT Cannes 2023, Jean-Louis Gasset doit-il prendre 27 joueurs ou moins? Donc, votre avis nous intéresse. Appelez-nous donc au 27 21 59 93 99. Et aussi, vous avez la possibilité, bien sûr, de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Bon, ce soir, pour la première partie, je suis accompagnée de Roger Stéphane, d'Henri Joël et de Jean-Philippe. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Roger Stéphane? Ça va bien. Henri Joël? Ouais, je vais très bien. Je suis au milieu de deux messieurs, là, je vais bien. De deux messieurs, donc ça va bien. Deux messieurs, ça va bien. D'accord. Et Jean-Philippe? Super bien. Super bien, bon voilà. Et moi aussi, je vais très bien, surtout quand je vous vois et quand je vous sais aussi devant votre poste récepteur, très chers téléspectateurs. On débute véritablement avec la première rubrique. Et bien sûr, c'est LGT News. LGT News. On entame le chapitre des news avec l'athlétisme. Semi-marathon international du district autonome d'Abidjan. Le comité d'organisation dresse son bilan. Après la tenue effective du semi-marathon international du district autonome d'Abidjan le 25 novembre dernier, il était important que le comité d'organisation fasse le bilan. C'est ce qui a été fait ce mercredi matin au siège du Comité national olympique de Côte d'Ivoire aux Deux Plateaux Vallons. Selon Kwadjo Jano Kwame, président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, cette compétition, remportée par le Kenyan Chebois William Ruto et qui a vu la participation effective de la légende du football ivoirien Didier Drogba, fut une véritable réussite. Le responsable de la course, Poda Sié, s'est félicité de la présence massive des pays étrangers sur ce semi-marathon. Nous avons atteint nos objectifs puisque 20 pays ont répondu à notre invitation alors que nous attendions 15, a-t-il dit. Même son de cloche pour le commissaire général de cette compétition, à savoir Serge Do, qui n'a pas manqué de remercier tous les partenaires qui ont accompagné le retour du semi-marathon international du district autonome d'Abidjan après 13 ans d'absence. LGT News. Tournoi Cannes 23 Freestyle Football. 3 talents de Yamoussoukro en finale. L'étape de Yamoussoukro a marqué le coup d'envoi de la tournée du tournoi Cannes 23 Freestyle Football. La Cité du Bélier a eu l'honneur de recevoir la team FIFFDA, Fédération ivoirienne de freestyle, football et disciplines associées, dirigée par Stéphane Bogui. Ibrahim Ouag, dit IB, par ailleurs instituteur adjoint à IEP Yacro Fondation, a décroché la première place. Le deuxième rang est revenu à Salomon Ochoumaré, dit Archvan Junior. Franck Arnaud Coumoin est reparti avec la 3e place. Le prix de la révélation Yacro étape 1 est revenu aux jeunes Adama Sanfo. La vitesse d'exécution, la technique, le contrôle de la balle et le style ont été les critères sur lesquels le jury s'est appuyé pour départager les participants. Bouaké sera la prochaine étape. Ensuite suivront Korogo, San Pedro et Abidjan. Alors, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. N'oubliez pas la question LGT de ce soir. Cannes 2023, Jean-Louis Gasset doit-il prendre 27 joueurs ou moins? Le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous avez la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. On commence le débrief pour ce soir. Et on commence avec Roger Stéphane. Oui, avec le pronostic de Dembamba, l'ancien international sénégalais qui a fait les beaux jours des Lions de la Teranga, qui a pronostiqué ses 4 favoris pour la CAN qui arrive très bientôt chez nous. Ouais. Il a choisi le Sénégal, qui est le champion d'Afrique en titre. Le Maroc, qu'il considère comme le super favori, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde de football. Le Cameroun, qui est toujours solide et qui a craint. Et puis l'équipe de l'Algérie, championne d'Afrique en 2019, et qui fait en ce moment de très bons résultats
Alors, je suis entièrement d'accord avec lui parce que ces 4 nations-là font partie du top 7 africain. Le Maroc est premier, le Sénégal est deuxième, l'Algérie est 4e et le Cameroun est 7e. Des nations qui ont toutes déjà gagné la Coupe d'Afrique des Nations de football et qui vont venir avec de très grandes stars. Ziyech pour le Maroc, Mané pour le Sénégal, Mahrez pour l'Algérie, Choupo-Moting pour le Cameroun. Mais attention, la compétition reste ouverte. Oui, elle reste ouverte. Ce n'est pas encore totalement gagné pour ces nations-là. Parce qu'à côté, oui, il y a les éléphants de Côte d'Ivoire. Ouais, oui. Nous sommes bien là. Oui, nous sommes bien là. On monte en puissance en ce moment. Nous sommes 8e africain. On a fait trembler, il n'y a pas longtemps, le Maroc en match amical. Vous vous en rappelez certainement. Oui. Nous aussi, on a déjà gagné cette Coupe d'Afrique. 92 avec la belle bande de Guaméné Alain. 2015 avec la belle bande de Kopa Bari. Du talent, on en a également. Yaya, Sangaré, Seko, Sébastien Haller. En plus, nous sommes chez nous. Oui, nous sommes chez nous. Donc, nous allons vraiment aller chercher cette compétition. Je vous ai déjà donné le programme. J'ai prophétisé sur le programme. Demi-finale, victoire 2-1 face à l'équipe du Cameroun. Et puis en finale, on rencontre l'équipe du Maroc. 35e minute, Sangaré Ibrahim ouvre le score. Et puis 87e minute, le deuxième but avec Sébastien Haller. Roger Stéphane, vous avez vu ça en songe ou quoi? Après, surtout 4 finales jouées, 2 remportées, 2 perdues, 0 but marqué, 0 but encaissé. Vous aussi, vous avez vu en songe? Non, je lui dis simplement que... Le moment est arrivé enfin de marquer en finale, en fait. De gagner une canne en finale en marquant un but dans le temps réglementaire. On est un peu fatigué avec les tirs au but. Mais ça va venir. En tout cas, Bembaba a fait son pronostic, mais le reste, la compétition reste ouverte. Il y a beaucoup de belles nations qui seront là. Le Nigeria, le Ghana, etc. Et puis nous avec, c'est avec une fête formidable aussi en Côte d'Ivoire. Le pays est en train de se préparer progressivement pour accueillir toutes ces équipes. Tout se passe bien pour l'instant et on attend de voir ce que vont donner réellement ces 4 nations, Sénégal, Maroc, Cameroun, Algérie. On les attend. Les éléphants sont bien là, on les attend. Oui, la CAN qui aura lieu donc du 13 janvier au 11 février 2024, ici en Côte d'Ivoire. Demba qui donne son pronostic, ses favoris. Oui, Henri Joël. Oui, en fait, on assiste à cela depuis quelque temps en ce qui concerne les pronostics donnés par quand même des entraîneurs, des anciens joueurs. On a vu par exemple Mahrez qui est en compétition et qui va jouer cette CAN, qui lui place la Côte d'Ivoire comme étant l'équipe favorite. Voilà. Il sait quand même... Alors, il a vu un peu ce qui s'est passé ces derniers mois avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a vu la progression, il a vu les rencontres. Et lors d'une discussion avec un ami journaliste, c'est ce dernier même qui va faire cette révélation, Mahrez place l'équipe ivoirienne comme étant la favorite de la compétition. Sinon, les autres équipes sont au même niveau. Ensuite, il y a aussi le défenseur burkinabé, Bakary Koné, qui, lui, voit l'équipe... son équipe, bien sûr, le Burkina Faso remporter la compétition. Et il y a Claude Leroy qui, lui aussi, a essayé de s'inviter à ce jeu-là en citant 4 pays, notamment le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal et puis le Maroc. OK, c'est connu, c'est connu. Si vous demandez aujourd'hui un ex-international ivoirien, il dira aussi que la Côte d'Ivoire fait partie des favoris. Donc chacun donne son avis, mais est-ce que ça sera la réalité du terrain? Comme Roger Stéphane l'a dit, pour l'instant, on sait que la Côte d'Ivoire va remporter. Contre qui nous allons jouer la finale, on ne sait pas. On attend les autres qui vont nous rejoindre, qui vont se battre pour nous rejoindre en finale. Et après, on va les battre pour remporter. Mais Riyad Mahrez, il est bien malin. Il fait un peu de diplomatie parce qu'il sait qu'il vient jouer en Côte d'Ivoire, contre la Côte d'Ivoire. Donc, il nous place en favori. Non, pour l'instant, il ne joue pas contre la Côte d'Ivoire. On va dire quand même, parce que c'est le pays organisateur. C'est vrai qu'on n'est pas dans la même poule. Mais peut-être il aura une rencontre Algérie-Côte d'Ivoire. Donc, il a une position un peu intelligente, etc. Parce qu'à la vérité, est-ce que quand on regarde notre classement, quand on regarde nos dernières prestations, est-ce que nous sommes vraiment favoris de cette compétition? Oui. C'est pas tout à fait vrai. Parce que la notion d'organiser la compétition à gagner, je tiens à rappeler que sur 33 éditions, il n'y a que 7 pays qui l'ont gagné à domicile. Sur 33 éditions, Égypte, Cameroun, Maroc, Ghana, Nigeria, Sénégal, tous ces grands pays l'ont gagné, l'ont perdu. Si la Côte d'Ivoire peut être le 8e. Je suis d'accord, et c'est ce que je souhaite d'ailleurs. Mais attention, parce que si on regarde nos derniers résultats au niveau de la CAN 2017, on sort au premier tour, 2019, on sort en quart de finale, 2021, on sort en 8e de finale. On n'est pas très performant sur ces dernières années en Coupe d'Afrique. À la Coupe du Monde, on a loupé l'édition de 2018, on a loupé l'édition de 2022, on n'est pas performant non plus. Donc attention, moi je souhaiterais qu'on se mette dans une petite position d'outsider pour bien regarder nos adversaires et puis créer la surprise parce que oui, quand même, on est chez nous, on a un très bon groupe qui se prépare, c'est très bien.
Mais sur la notion des favoris, il faut faire attention avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais je vais ajouter juste un élément, ce que Roger Stéphane vient de donner. Quand il cite par exemple les dernières performances en Coupe d'Afrique des Nations avant celle qu'on va jouer là, mais le parallèle n'est pas bien choisi sur la période. La période qui ressemble à celle que nous vivons aujourd'hui, c'est celle qui a précédé la Coupe d'Afrique 2006 en Égypte. On n'a pas participé à la CAN 2004, on est sorti dernier en 2002. En 2000 également, on est sorti en phase de poule. Et en 2006, on revenait avec une nouvelle génération, avec quelques joueurs qui avaient déjà joué la Coupe des Coupes d'Afrique auparavant. Et on a fait finale en Égypte dans un environnement totalement difficile, très hostile. Ouais. Donc moi, je vois aujourd'hui une équipe de Côte d'Ivoire qui vient avec un entraîneur expérimenté, comme ce fut le cas en 2006. En 2006, on avait fait à son âme Henri Michel. Là, aujourd'hui, on a Jean-Louis Gasset qui vient avec une nouvelle génération, comme celle de 2006, emmenée par Didier Drogba et Harouna Koné et autres. Et on va jouer une Coupe d'Afrique encore dans un pays magnifique qui est le nôtre, avec l'engouement. Et on a une équipe qui est en train de monter en puissance. Moi, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire est la grande favorite de cette compétition. Mais si je suis sûr, c'était une chose. En tout cas, ça va être très difficile pour les nations qui vont nous affronter ici de nous sortir de la compétition. Ça, il va falloir s'armer de courage parce que déjà, on a la chance d'évoluer chez nous avec notre public et la Côte d'Ivoire est très difficilement jouable chez elle. Je l'ai dit et je le répète. 84 et 2024 sont deux périodes complètement différentes parce qu'en 84, la Côte d'Ivoire n'avait jamais remporté la Coupe d'Afrique. Elle n'était jamais arrivée même en finale de cette compétition. Elle ne savait pas ce que c'était. Ouais. De 84 à 2024, elle a remporté 2 Coupes d'Afrique. Elle a joué 4 finales. Donc, on n'aura pas une équipe de Côte d'Ivoire qui va venir stresser face à ses adversaires-là. Donc, c'est fort conscient de tout cela que Mahrez a dit que la Côte d'Ivoire est favorite parce qu'il sait que ça va être très difficile de battre la Côte d'Ivoire chez elle. Et l'avertissement qui a été donné au Maroc, qui est présenté comme l'ogre du continent africain, même si c'était une rencontre amicale, c'est un signal que les autres ont pris avec beaucoup de sérieux. Donc, moi, j'espère simplement que les fondamentaux de Gasset vont rester avec nos joueurs, comme on a pu les apprécier face à la Gambie, notamment lors de leur dernière sortie et aux Seychelles. Et on verra ce que cela va donner par là. Mais la bonne conclusion qu'il dit, c'est qu'on n'est pas favori, mais on sera difficile à battre chez nous. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Parce qu'on est chez nous, on a toutes les cartes en main, on a l'environnement en main, on a le public en main, on a tout, mais on n'est pas favori parce que le parallèle qu'il établit entre la génération 2006 et celle d'aujourd'hui, je n'ai pas dit c'est le jour et la nuit pour ne pas faire injure aux garçons qui sont là, mais quand même en 2006, vous avez Yaya, vous avez Drogba, vous avez Harouna, vous avez Maestro. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de très bons joueurs, mais on n'a pas encore ces joueurs de ce calibre-là. Donc le groupe de 2023 n'est pas forcément celui de 2006, mais en tout cas, on est chez nous, on va se donner tous les moyens pour aller gagner cette Coupe d'Afrique des Nations de football. La conclusion, nous sommes favoris, nous allons gagner. Bien dit, Henri Joël, on ne montre pas son village avec la main gauche. Bon, voilà, on marque une petite pause, juste le temps de la pub. On se retrouve dans quelques instants. Et n'oubliez pas, dans seulement quelques instants, nous recevrons M. Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball. Allez, à tout de suite. Sur la 3, on s'enjaille. Le parrain à coup Augustin. Playlist ivoire. Playlist Afrique. Playlist Inter. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la 3. La 3 disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, le numéro 3 de la TNT 740 pour StarTimes. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Alors, le sport prend toute sa place sur la 3. On est ensemble jusqu'à 22 h et il est temps de parler basketball et c'est dans le focus. Alors, pour le focus de ce soir, après sa brillante élection à la tête de la Fédération ivoirienne de basketball, nous recevons Moussa Diarra, fraîchement élu président de la Fédération ivoirienne de basketball. Et il est accompagné de sa directrice de campagne,
Safiatou Traoré. On vous laisse vous installer. Alors, bonsoir madame et monsieur. Bonsoir. Bonsoir président. Bonsoir. Alors, je suis ravie de vous avoir sur le plateau de la grande team. Fraîchement élu président de la Fédération ivoirienne de basketball et aussi voix directrice de campagne. Bonsoir Safiatou. Bonsoir. On sera accompagné de Roger Stéphane, Henri Joël, Jean-Philippe que vous connaissez déjà, bien sûr. Bonsoir président. Bonsoir. Et félicitations. Merci. C'est le coup de l'année, hein? Ah bon? Ah oui, c'est le coup fumant de l'année parce que ce que vous venez de réaliser là, c'est Pourquoi fumant? Pourquoi fumant? Non, non, président, moi, j'ai vraiment envie de vous demander qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'être élu président de la Fédération ivoirienne de basketball? C'est une joie d'être élu président de la Fédération ivoirienne de basketball. C'est la volonté des acteurs qui a été respectée et c'est le lieu aussi, ici de les saluer. De saluer l'ensemble des acteurs, les anciens du basketball qui nous ont soutenus, les clubs, les présidents de clubs, les présidents des centres de formation. Mais il faut également saluer le comité d'organisation dirigé par M. Alayao François, qui était assisté de M. Touré Mamadou de la Direction générale des sports et du docteur Adama Diko. Ces personnes-là ont su conduire un processus de manière transparente et ce qui a permis d'avoir des résultats sans contestation acceptés par tout le monde du basketball. À travers eux, il faut également saluer la tutelle, le ministre délégué en charge des sports, M. Metch Adjé Silas, et le Premier ministre, ministre des Sports. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir été élu à ce poste. Mais vous parlez de résultats, 74% quand même. Est-ce que vous vous attendez à ce score-là? C'est énorme, hein? Nous nous attendions à gagner au regard de la campagne que nous avons menée, au regard de l'adhésion que les acteurs nous ont marquée lors de notre passage à l'ensemble des endroits. Maintenant, le score n'est qu'un chiffre, mais nous nous attendions quand même à gagner. Nous n'avions quasiment pas de doute sur notre victoire parce que c'était une volonté des acteurs du changement. Donc, nous pensons que ce score-là reflète la volonté des acteurs. Excusez-moi, monsieur, je sais que vous voulez poser des questions. Juste un instant. J'aimerais entendre aussi la voix de la directrice de campagne. Donc, Safiatou, qu'est-ce que vous vous attendez? Quel a été le point clé pour arriver justement à avoir autant d'électeurs? Merci bien. Ouais. Le premier point, comme l'a signifié le président, c'est l'élection du président Moussa Diarra, c'est l'élection de la volonté de tout le basket. Et ça a été vraiment un point déterminant. Je l'ai signifié lors de la cérémonie de lancement. Et les acteurs du basket avaient besoin de changement. Et ils ont décidé, eux, en tant que président de club, président des centres, de porter leur voix en la personne de Moussa Diarra. Donc c'était vraiment le premier point qui est très important. Le second point, c'est l'organisation mise en place. Et je pense que ça donne déjà comment est-ce que le président va gérer la fédération. On avait une stratégie qui était basée sur des groupes, des équipes. On avait des meneurs comme au basket, des meneurs dans chaque zone d'Abidjan. Et on a utilisé des stratégies comme au basket, le pressing tout-terrain, les boîtes. Ouais. Et vraiment, je pense que ce sont ces deux éléments-là qui ont porté aujourd'hui M. Diarra comme président de la Fédération. À 74%, félicitations. Oui, à 74%. Félicitations, en tout cas. Oui, président, en tout cas, félicitations, je l'ai dit à l'entame. 105 voix pour vous, contre 37 voix pour le président Mahama. C'est rare pour un président sortant qui est candidat à sa réélection à la tête d'une fédération. Beaucoup disent, je sais que c'est une question difficile pour vous, beaucoup disent que cette élection ressemblait un peu à un règlement de compte pour dégager, excusez-moi l'expression, pour dégager un président qui n'était plus en odeur de sainteté avec certains membres de l'association qu'on appelle Fédération ivoirienne de basketball. Quel est votre sentiment là-dessus? Alors, si 105 voix contre 37, c'est un règlement de compte, ça veut dire qu'il y a 105, ça veut dire qu'il y a quasiment 74% des personnes qui avaient des comptes à régler. C'est clair. Et si tel est le cas, on peut appeler ça règlement de compte. C'est un règlement de compte. Mais sinon, je crois que pour être plus sérieux,
il faut respecter la volonté des présidents des clubs en lieu et place d'avoir des jugements de valeur. Je crois que les présidents des clubs sont des adultes et qui gèrent leur club avec leurs moyens. Il est bon que l'opinion publique respecte leur volonté, qui est qu'à chaque 4 ans, ils ont le droit d'élire leurs électeurs. Si les souvenirs sont bons, c'est à peu près dans les mêmes eaux que M. Coulibaly Mahama avait gagné les élections en 2020 contre le président. Président, je suis juste d'accord avec vous. Je ne suis pas en train de minimiser votre succès. C'était très brillant. Encore moins le choix des électeurs, parce que votre association, c'est votre association, c'est vous qui décidez. Je pose juste des questions sur un regard que des gens ont par rapport à cette élection. Je peux me tromper également. Vous étiez son directeur de campagne, si je ne m'abuse. Je crois que vous avez même été son trésorier. Et puis après, il y a eu, je crois, la rupture. Est-ce que les faiblesses ou bien l'échec de Mahama Coulibaly est parti de ces éléments-là, vous concernant déjà, vous qui êtes l'un de ses très proches collaborateurs? Il faut noter déjà que lorsque nous avions élu M. Mahama et Coulibaly, il n'y avait pas... Enfin, je n'ai pas été tout à fait le directeur de cabinet et directeur de campagne. Mais c'est vrai que j'ai occupé le poste de trésorier éphémère. Très bien. Cela a duré 4 mois, 5 mois. Donc on ne peut même plus parler de cette époque qui est vraiment date depuis juillet 2020. Donc nous sommes aujourd'hui en 2024 quasiment. Oui. Je me projette déjà, on ne peut plus parler de cette époque. Mais il faut dire que depuis lors, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts. Et c'est pour ça que je disais que si cela ne se résumait qu'à M. Diarra ou à 2 ou 3 personnes, on aurait pu donner du crédit à ce qui a été dit. Mais quand vous avez 31 centres de formation sur 42 qui ont porté leur voix sur notre projet, quand vous avez 37 clubs sur les 50 qui ont porté leur voix sur notre projet, je crois qu'il convient d'accorder du crédit à ce que nous avons proposé et d'accorder aussi du crédit à ces personnes-là. Alors, Président, à quel moment avez-vous senti le besoin de diriger la Fédération ivoirienne de basketball? Merci beaucoup, Henri-Joël. Je crois que le moment où j'ai senti, c'est un peu la sollicitation des clubs, d'un certain nombre de clubs qui ont porté leur choix sur ma personne au regard de certaines contributions que j'ai pu apporter dans le milieu. J'avoue que j'ai même été hésitant à un moment donné. J'ai proposé à ma directrice de campagne de porter le flambeau. Je crois qu'elle a... Ah bon? Oui, je l'ai fait à un moment donné. Elle a décliné l'offre. Et je crois que, bon, avec l'insistance des uns et des autres, j'ai volontairement accepté. Et je crois que ce n'était pas une mauvaise chose d'avoir accepté. Président, est-ce que vous serez capable ce soir de trahir un secret? Ah, ça. Si c'est nécessaire, ça dépend du secret. D'accord. Ça dépend du secret. Je vais rebondir sur vos propos. Vous avez dit que votre candidature est le fruit d'une sollicitation, je pense, de la majorité des acteurs du basketball ivoirien. Qu'est-ce qu'ils attendaient particulièrement de vous pour vous solliciter pour diriger la Fédération ivoirienne du basketball? Ben, comme je disais, c'est peut-être que les acteurs ont senti, les acteurs étaient à la recherche de personnes de consensus. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la fédération est une association. Et lorsqu'on gère une association, il faut la gérer avec beaucoup de consensus. Et je crois que à beaucoup d'endroits, j'ai pu faire preuve peut-être d'être la personne qui entretient de bonnes relations avec une grande partie de cette association. Mais également aussi mes différentes contributions depuis, en qualité de dirigeant, a permis à certains ou à une grande partie de penser que je pourrais l'étendre à l'ensemble des acteurs. Alors, Président, vous êtes président de la JCA, c'est-à-dire que vous êtes un homme du sérail, hein, on ne va pas se le blaguer, se le cacher, vous êtes un enfant de la maison. Je crois savoir, je peux me tromper également, que par moment, au temps de quelques tensions, vous avez été médiateur entre le président Mahama et certains présidents de club, c'est bien ça? Et vous parlez de consensus. Est-ce que c'est à ce moment précis-là que le consensus s'est créé autour de vous, là où le président Mahama était en difficulté avec certains présidents de club, et que vous, le médiateur,
vous avez réussi à capitaliser ces instants-là pour être l'homme du consensus en ce moment, comme vous dites. C'est vous qui avez utilisé le mot consensus. Hein. Oui. J'avoue que je n'avais pas abordé les choses sous cet angle, mais chaque fois, en tout cas partout où je me trouve, chaque fois que je sens des tensions entre les personnes, autant que je peux, quand je peux faire quelque chose pour pouvoir apaiser, je l'ai toujours fait. C'est très bien. Et je crois que nous avons essayé ça à chaque fois que de besoin dans le milieu du basketball. Quand nous avons senti certaines tensions, nous avons essayé d'apaiser. C'est vrai qu'on n'a pas été toujours entendu. Hein. C'est vrai que parfois certaines démarches n'ont pas toujours abouti. Parfois on a été perçu même comme tout médiateur. Hein. Parfois vous êtes perçu comme celui qui active, mais ça ne doit pas décourager quelqu'un dans sa démarche de rapprochement des positions. Voilà ce que nous... Mais Jean-Philippe a posé une question. Il vous a dit, est-ce que vous êtes prêt à trahir des secrets? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à trahir des secrets? Sur la médiation, quel était l'objet de votre médiation? Que s'est-il passé entre Mahama et les autres présidents pour que l'un de ses collaborateurs, anciens collaborateurs, aille jouer les médiateurs? C'était quoi le problème? Non, il n'y a pas eu... Enfin, on va dire que ce n'est pas des problèmes entre le président sortant et des présidents du club, mais il y a... Je vous donne un exemple. Allez-y. Un match SOA-ABC interrompu pour des questions d'arbitrage, parce que l'arbitre a arrêté le match. Il avait estimé que la pelouse le parquet a été envahi. Et en la matière, le règlement dit qu'il faut faire évacuer, attendre un certain nombre de temps avant d'arrêter le match en cas d'impossibilité. L'arbitre a arrêté le match sans respecter ces éléments. Ben, la fédération, la SOA, qui était censée être celle qui a envahi le terrain, a été donnée perdante et l'ABC vainqueur. Mais la SOA a fait appel, l'ABC aussi était braqué. C'est des situations au cours desquelles nous avons fait la médiation entre les deux clubs pour arriver à un consensus qui était le jugement de la fédération, mais pour que les deux clubs acceptent le verdict, nous ne partions pas dans des d'appel en appel et que cela pouvait envenimer la situation. Très bien. Bon, Président, nous on va avancer. Hein. Vous êtes le président fraîchement élu. Actuellement, c'est vous le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Aujourd'hui, le sujet, c'est Moussa Diarra. Donc, moi, j'aimerais vous parler des défis. Nous savons déjà que l'Afro-Basket, les éliminatoires, les Jeux olympiques, est-ce que vous pensez que nos athlètes seront au point pour ces deux grandes compétitions? Alors, je sais que nous avons une belle équipe. Si nous avons tous nos atouts à portée des mains, oui, nous avons déjà la fenêtre éliminatoire de février qui va se passer. Et au cours de cette fenêtre de février, évidemment, nous allons déjà commencer à faire le rappel de l'ensemble des troupes pour constituer une bonne équipe. Même si un joueur comme Mo Bamba, qui a donné son accord, ne pourrait pas être disponible pour février en raison du calendrier NBA, mais tous les autres, nous allons essayer de faire appel pour avoir cette belle équipe. Quand ce qui concerne le TQO qui va se dérouler à Porto Rico au mois de juillet, c'est un peu plus compliqué. Nous sommes dans la même poule que la Lituanie et le Mexique. Et la Lituanie, c'est une grande nation de basketball. Et malheureusement, cela se fait au mois de juillet où les joueurs NBA sont libres. Donc on va avoir affaire au Jonas Valanciunas. Il va falloir donc que nous blindons notre raquette. La bonne nouvelle, c'est que si nous nous prenons bien, nous pourrions avoir Mo Bamba. Nous avons déjà eu l'accord d'Alex Poltres et de Costello pour venir. Nous allons envoyer déjà des émissaires pour voir aujourd'hui Kevin Yebo, qui est l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui en Allemagne, qui est d'origine ivoirienne. Il faut que nous réussissions véritablement à faire venir Kevin Yebo. Je pense que c'est de bonne voie. Il faut que nous ramenions, il faut que nous voyions déjà le staff technique qui va conduire tout ça, parce que le staff aussi sert à donner confiance aux grands joueurs pour venir. Donc il faut que nous mettions en place un staff technique compétent qui va permettre à ces grands joueurs-là de venir. J'ai dit, si nous avons tous nos joueurs, la Côte d'Ivoire a des chances de faire beaucoup de choses.
Est-ce que Nacho va revenir? S'il vous plaît, Henri Joël, Safiatou Traoré, franchement, vous êtes sur le plateau, donc c'est un plaisir. Nous, on a envie de vous entendre aussi, vous qui êtes la directrice de campagne. Qu'est-ce que vous avez préconisé au nouveau patron du basket pour ses premières actions? Merci bien. C'est d'abord de mettre en place un comité directeur, parce qu'il faut tout de suite commencer à travailler. Et aussi mettre toutes les diligences possibles. Parce que être président de la Fédération ivoirienne de basket, c'est pour jouer. Les gens ont envie de jouer. Je le dis quand on parle de sport, c'est vrai, le président, il est bien beau, il est élu, 74%, mais toutes ces personnes-là veulent jouer au basket. Donc, toutes les diligences doivent être mises en place pour permettre de reprendre le jeu. Et pour faciliter cela, il faut que l'équipe sortante nous permette de puisse faire la passation aussi le plus tôt possible pour que nous prenions possession de la fédération pour permettre au club et au centre de jouer. Parce que dans tout ce qu'on est en train de faire, c'est de jouer. Le jeu. Une dernière question. Oui, alors, rapidement, vous avez évoqué le staff technique. Est-ce que Nacho va revenir à la tête de l'équipe nationale? Nacho Lescano, c'est lui qui était là bien lors de l'Afrobasket. Si c'est moi en tant que président, j'aimerais bien, c'est un très bon coach. Mais comme je dis toujours, moi je ne gère pas seul. Je ne gère pas seul, il faut que je mette mon comité directeur en place. Il faut que tout ce que je vais mettre en place accepte et tout ce que nous allons prendre comme décision, nous allons les prendre ensemble. Et Nacho Lescano est un coach de très haut niveau. L'année dernière, il a été le meilleur coach dans sa division en Espagne. Je ne suis pas opposé à son retour, mais je ferai en sorte que les choix qui vont être portés soient les choix de l'ensemble du comité directeur et acceptés par tous. La dernière question, Jean-Philippe. Président, donc déjà, bon, je voulais poser deux questions, mais je vais répondre sur celle-là. Oui, donc vous confirmez en fait que l'ère du coach Prokic est terminée? Pour l'instant, je ne connais pas encore, je n'ai pas eu de passation. Je ne connais pas encore la nature des contrats qui lient la fédération au coach Prokic. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup de joueurs s'en plaignent et beaucoup d'autres éléments. Je crois que son arrivée a été très problématique et il va falloir analyser vraiment l'environnement pour nous assurer qu'il peut encore évoluer dans cet environnement. Mais personnellement, je n'en ai pas une bonne impression. Donc je ne pense pas pouvoir le reconduire. Mais ceci dit, une fois de plus, j'ai dit, je travaille avec un staff, je prendrai l'avis de tout le monde avant de prendre toute décision. Voilà qui est dit. Et pour terminer, véritablement, d'abord un mot de fin de la directrice de campagne, avant d'entendre le président. J'aimerais dire merci au Seigneur, parce que je dis, pour être au trône, il faut que le Seigneur décide. Quel que soit ce que nous faisons sur le terrain, avec la campagne et la pré-campagne, si le bon Dieu n'a pas décidé que tu sois au trône, tu ne seras pas au trône. Donc merci déjà au Seigneur et merci à toute la grande famille du basket, aux anciens, aux présidents de club, aux présidents de centre, aux présidents de ligue de l'intérieur qui ont espéré voter, qui n'ont pas pu voter. Je dis merci à l'ensemble de tous les basketteurs. Donc, c'était mon mot de fin. Merci beaucoup. Je vais juste ajouter un truc aussi. J'ai Charles Alain qui est avec nous, et Diaby aussi. Charles Alain, il était le meneur de la zone de Cocody. Et Diaby Sekou, qui était le meneur de la zone de Makori, Trècheville. Pour vous dire merci aussi. C'est vrai qu'ils ne sont pas sur le plateau, mais ils sont avec nous dans la salle pour vous dire merci. Voilà. Enfin, merci à eux et félicitations à toute l'équipe. Et pour terminer, président de la Fédération ivoirienne de basketball, on vous écoute pour votre mot de fin. Merci beaucoup. Je voulais déjà remercier, comme j'ai dit, l'ensemble des acteurs pour la maturité dont le milieu basketball a su faire preuve pour ce changement qui, pour le moins, j'ai constaté, a surpris la sphère aujourd'hui. Ouais. Mais je crois que nous ne sommes pas surpris. Je voulais également rassurer l'ensemble des Ivoiriens de ce que notre volonté à continuer à relever le basketball, à ramener le basketball dans les villes de l'intérieur, à vulgariser le basketball, à redorer un championnat des jeunes. Et parce qu'il va falloir que nous misions sur les jeunes pour avoir une formation de qualité. Et je crois que ça, aujourd'hui, pour les spécialistes, cela fait défaut aujourd'hui
il faut que nous arrivons à avoir une formation et des jeunes de qualité. Je voulais les rassurer également sur notre volonté à maintenir une équipe nationale de qualité, à maintenir tous les éléments de l'équipe nationale. Et je voulais également rassurer les Ivoiriens sur notre volonté de réunir l'ensemble des acteurs, y compris ceux qui n'ont pas voté pour nous. Nous n'allons pas faire de discrimination. Nous allons essayer de réunir l'ensemble des acteurs du basketball. Je voudrais remercier particulièrement une personne qui est le général Ali Dem, qui aujourd'hui fait beaucoup pour le basketball, pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Et je voulais le remercier, à travers lui, remercier tous les anciens du basketball, saluer la presse sportive également, la presse en général, qui, elle également, a su faire preuve de maturité et qui n'a pas eu des partis pris. Voilà mon mot de fin. Merci beaucoup. Vous remerciez la 3 aussi. Et la 3. Merci. Merci, merci. Voilà qui est dit. Merci beaucoup au nouveau patron du basketball en Côte d'Ivoire, M. Moussa Diarra, qu'on recevait donc sur le plateau de la grande team, dont le Focus. Bon, nous, on marque une petite pause et on se retrouve. Voilà, nous poursuivons notre soirée sportive et nous recevons Balo. Bonsoir, Balo. Christine. Comment vous allez, Balo? Ça va. Belle tenue. Merci beaucoup, Balo. Vous au moins. Je suis depuis avec 3 hommes. Aucun n'a dit. Moi j'ai un problème avec les jaunes, donc je ne peux pas apprécier les jaunes. Donc vous voyez quelle couleur? Après l'émission. Stéphane, et vous? Non, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Hein. Bon, c'est mieux, attendez. Carton. Laissons la tenue. Avançons, il aura le carton après. Bon, nous, on va parler de l'AFC Champions League. Et bien sûr, c'est dans le mag de l'AFC Champions League. La 6e journée de l'AFC Champions League se dispute depuis lundi dernier. En attendant les derniers résultats, nous faisons le point de cette compétition. Balo. Oui, en tout cas, ça a été un très bon, une bonne semaine de football. On a eu le match d'Al Ittihad qui évoluait face à l'équipe de Sepahan, l'équipe iranienne. Bon, il faut dire que collectivement, c'est une équipe iranienne qui a bien évolué avec son attaquant nominal Reza qui s'est procuré un grand nombre d'occasions. Mais c'est une équipe finalement qui a pêché par inefficacité et derrière l'équipe de Al Ittihad a pu faire valoir ses individualités, notamment Jota, mais également Al-Sarim qui a pu marquer un très bon coup franc. Donc il faut retenir que globalement, ça s'est joué sur les individualités. Les équipes qui avaient le plus grand nombre d'individualités ont pu s'imposer comme Al Ittihad, comme Al Nasser. Et on note aussi que pour sa 2e apparition dans cette compétition, Seko Fofana n'a disputé que 5 minutes. Oui, 5 minutes et il n'a pas touché beaucoup de ballons. Il faut dire qu'il a fait l'essentiel, mais il n'a pas pu se mettre en évidence parce qu'il faut savoir que l'équipe d'Al Nasser est déjà qualifiée et que l'entraîneur, tout simplement, Luis Castro, a fait tourner l'effectif. Mais est-ce qu'il n'a pas un problème relationnel avec son entraîneur? Non. Il n'était pas content d'être remplacé sur un match. Non, pas du tout. Non, c'est pas ce qui a valu son remplacement sur ce match. Il a fait un turnover par rapport au fait que Al Nasser est déjà qualifié et par rapport aussi au prochain tour à venir. Mais bon, ça n'exclut pas que les dernières 48 heures sur la page officielle du championnat saoudien, il était annoncé que Seko Fofana ne serait véritablement pas, ou du moins plus en odeur de sainteté avec son entraîneur qui souhaiterait recruter d'autres joueurs. Et que Seko a annoncé du côté du FC Séville. Donc, voilà, donc je pense que... Non, Besiktas, je pense que c'était démenti. La touche la plus sérieuse actuellement, c'est le FC Séville. Et donc Seko se préparait uniquement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, comme on sait que Seko, il n'est pas un adepte de la langue de bois et que lorsqu'on parle d'un sujet le concernant, il a cette manière en revers de la main de donner des réponses. On verra lorsqu'il sera disponible en Côte d'Ivoire s'il pourra répondre à cette question concernant son avenir. Mais c'est une information qui émane quand même des instances officielles de suivi du championnat saoudien. Mais bon, on le sait, dans le football, tout va très vite. Peut-être que c'est différent avec son coach sera réglé. Mais pourquoi ce différent justement? Le coach estime que Seko est un élément qui ne performe pas, selon lui, selon le coach. Voilà. Il lui reproche simplement de ne pas être peut-être à la hauteur de ses espoirs. C'est pas trop tôt? Il souhaiterait recruter. Mais je me dis que peut-être qu'il a une ouverture parce que quand on regarde les garçons qui ont été cités, il y a notamment Casemiro qui a été cité et je pense Kevin De Bruyne.
qui est sollicité également. Donc quand vous avez ces garçons de ce calibre-là, comme on le dit, quand on veut se débarrasser de son chien, entre guillemets, on l'accuse d'avoir la rage. Donc je pense qu'il veut se dédouaner de surtout son mauvais résultat face à la formation d'Al Hilal, puisque c'est à la suite de cette rencontre qu'il aurait voulu tenir Seko comme l'un des responsables, alors qu'au moins Seko sortait de la pelouse, il y avait 0-0, et c'est après la suite de Seko que son équipe s'est inclinée 3-0. On n'a pas compris le lien qu'il a voulu faire entre la prestation du garçon et la défaite. Mais bon, peut-être que le club veut libérer de l'espace pour faire venir un autre grand joueur dans leur ligue. Et nous, de toutes les façons, tant que ça permettra à notre joueur de repartir dans une ligue compétitive et que ce sera quelque chose de bon pour l'équipe nationale, nous sommes preneurs. Mais pour l'instant, il faut qu'il joue. Pour l'instant, il faut qu'il joue. Ouais, il jouera. Il joue là, à 5 minutes, 6 minutes. La CAN, c'est dans quelques jours. Bon, messieurs, regardons à présent quelques résultats qui vont s'afficher maintenant. Oui. Bon, les résultats pour cette semaine, Al Ittihad a battu Sepan 2-1. Istiklal a fait 1 but partout avec Al Nasser. Al-Khoa Air Force a battu AGMK 3-2. Al Fessali s'est imposé 2-1 face à Al Sharjah. Al Sadd a fait un match nul, 2 buts partout face à Nassaf. Mumbai face à Naf Bahor, eh bien Naf Bahor s'est imposé 2-1. Al Hilal a disposé de Nassaji Mazandaran 2-1. FK Al s'est incliné face à Al Ain 2-1 et Paktakor s'est incliné 4-1 face à Al Fehar et Persepolis a perdu 2-1 face à Al Douaï et Hanoï s'est imposé face à Urawa 2-1. Bien fait de laisser Balo parler. Hein. Donc vous allez parler justement. J'avais pas envie de prononcer ces noms-là. À cause des noms? Ouais. Bon, finalement, est-ce qu'on peut dire que la logique a été respectée avec certains clubs? Oui, bien sûr. Depuis la 4e journée, on a vu tout de suite les équipes favorites se dégager, notamment cette équipe de Al Nassr qui avait 12 points et le deuxième qui était à près de 7 points. Donc, raison pour laquelle, ensuite, la dernière journée, l'équipe a fait tourner Al Hilal. Pareil, Al Nasser, Red Bull City. Donc, ce sont des équipes qui, depuis longtemps, hein, ont compensé le ticket pour la suite de la compétition et surtout ont fait tourner pour, bien sûr, attendre le tour suivant. Parce que là, c'est à ce moment-là que les choses sérieuses vont véritablement commencer. Donc, je pense que voilà, depuis très longtemps, depuis peut-être la 4e journée, on savait déjà, on connaissait plus ou moins la caricature des équipes qui allaient être logées dans les différentes cases au niveau du tour suivant. Bon, après la 6e journée, finalement, comment jugez-vous le niveau de la compétition, Roger Stéphane? Le niveau est bon, il est appréciable. Il y a des très belles équipes. Qui ont toutes confirmé d'ailleurs, comme on l'a dit, Al Hilal dans le groupe D, Al Nassr dans le groupe E, Al Ittihad dans le groupe C. La grosse surprise est venue un peu de cette équipe de Venfore Kofi. Venfore Kofu, voilà, c'est ça. Kofu qui a terminé premier de sa poule devant Melbourne City. C'est un peu la grosse surprise de la Une équipe japonaise de 2e division. Voilà, de 2e division, qui a créé un peu la... Je me souviens de ses premiers matchs, c'était un clé d'ailleurs, mais là elle est en tête de sa poule devant Melbourne, l'autre équipe du groupe City qui est du côté de l'Australie. Donc, oui, le niveau est bon, de belles équipes, de bons joueurs, le rythme est intéressant. Nous, on découvre toute cette compétition et on prend beaucoup de plaisir. Et puis, je pense que les choses vont monter progressivement en intensité. Il y a eu les tours préliminaires, il y a eu les barrages, il y a la phase de poule qui, je crois, va finir le 13 décembre, entre le 12 et le 13 décembre. Après, ça va être le 8e de finale, quart de finale, demi-finale. Oui, ça se passe très, très bien. Il y a de la couleur, il y a de la chaleur, il y a de très bons joueurs là-bas. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc c'était le point pour le MAG de l'AFC Champions League. L'AFC Champions League, ne l'oubliez pas, qui est retransmis sur les antennes de la 3. Voilà, on ferme donc pour ce MAG. Et on passe à l'actu de ce soir. On y va. Le sujet principal de l'actu de ce soir, donc le sujet du débat de ce soir, CAN 2023, Jean-Louis Gasset doit-il prendre 27 joueurs ou moins? Vous saviez que pour la CAN 2023, la Confédération africaine de football a fixé le nombre de joueurs requis entre 23 et 27. En ce qui concerne les éléphants, est-il nécessaire pour le sélectionneur Jean-Louis Gasset de prendre 23 ou plutôt plus? Bon, ce sera le débat de ce soir. Le téléphone est ouvert, n'oubliez pas. Le 27 21 59 93 99 et aussi continuez de nous écrire sur la page Facebook de la 3. On regarde ce élément vidéo et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Au cours d'une rencontre avec la presse, en marge du récent match Gambie-Côte d'Ivoire qui a eu lieu en Tanzanie, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo,
a révélé que la Confédération africaine de football a décidé d'élargir de 23 à 27 le nombre maximum de joueurs autorisés à figurer sur la liste finale des différentes sélections qualifiées pour la CAN 2023. Cette mesure, confirmée plus tard par la fêtière continentale, est considérée par de nombreux observateurs comme un soulagement pour le sélectionneur ivoirien Jean-Louis Gasset. Selon eux, elle ôte la pression qui pesait sur les épaules du technicien français concernant sa liste finale. Ainsi, il aurait la possibilité d'éviter de se mettre à dos une partie de l'opinion publique en incorporant certains joueurs. Toutefois, à l'analyse, ne serait-il pas mieux pour Jean-Louis Gasset d'avoir un groupe restreint afin de travailler avec plus d'efficacité? Pour les tenants de cette thèse, la complexité des relations humaines, la difficulté de la vie de groupe et la gestion des égos surdimensionnés incitent à ne pas céder à la tentation du remplissage. Ce d'autant plus que le règlement ne l'y oblige pas. Nommé en mai 2022, Jean-Louis Gasset a pu voir à l'œuvre un peu plus d'une cinquantaine d'internationaux ivoiriens. Mais sur les 3 derniers regroupements, son groupe s'est stabilisé. Devrait-il courir le risque de troubler cet ordre établi? Alors, on ouvre le débat pour la CAN 2023. Jean-Louis Gasset doit-il prendre 27 joueurs ou moins? Messieurs, à vos panonceaux, oui ou non? Non, Roger Stéphane, oui. Jean-Philippe, oui. Henri-Joël, oui. Ballot, Jean-Philippe, pourquoi oui? Mais oui, parce qu'il a déjà cette possibilité-là d'aller avec le maximum de joueurs. Je pense que quand la CAF décide de passer à 27 au lieu de 23, c'est suite à une sollicitation argumentée de certains sélectionneurs. Bon, on ne sait pas si Jean-Louis Gasset faisait partie de la liste de ces sélectionneurs qui avaient souhaité avoir un groupe élargi. On sait que l'entraîneur du Sénégal était l'un des éléments qui militait pour cela. Et donc, à mon avis, je pense qu'il ne faudrait pas handicaper la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, avec l'accumulation des rencontres internationales, on s'est rendu compte sur les dernières fenêtres qu'il y avait beaucoup de risques de blessures. Et là, les joueurs vont jouer une compétition au milieu de leur saison avec une accélération en termes de rencontres par rapport aux délais qui seront raccourcis. Et donc, il va falloir préserver au mieux la forme de ces athlètes-là. Partir avec 27 joueurs, pour moi, c'est la chose la plus normale. Je pense que les commissions médicales, les commissions sportives au niveau de la Confédération africaine de football ont très bien réfléchi à la question. Au Cameroun, à cause de la pandémie, on en était à 28. Ils ont décidé de retirer un joueur et donc de passer à 27. On n'est pas encore tout proche de la normalisation, à mon sens. Et je pense que ce serait préjudiciable pour la sélection ivoirienne que Jean-Louis Gasset décide de partir avec 23, 24, 25 joueurs. Je pense qu'il doit faire le plein et aller avec 27 joueurs. Ballot? Oui, moi je dirais oui, parce que quels sont les avantages de partir à 27? Déjà, le premier avantage, c'est d'avoir un groupe diversifié. C'est d'avoir le plus grand nombre de profils possibles pour un sélectionneur. Et vous savez, l'avantage d'avoir le plus grand nombre de profils possibles vous laisse un grand réservoir de joueurs pour toute la compétition. On se souvient qu'en 2015, il y a eu une blessure surprise de Bobo Sylvain. C'est Kopa Barry qui a dû venir prendre la relève. Donc, ça veut dire que si on a 27 joueurs, on pourra parer à certaines blessures, même durant la compétition. Et en plus, deuxièmement, ça nous permettra aussi de trancher ce vieux débat qui divise l'opinion publique entre ceux qui estiment qu'il faut à tout prix mettre des joueurs expérimentés, même s'ils ne sont pas dans de bonnes conditions, dans la meilleure forme possible, même s'ils ne sont pas performants, qu'il faut ajouter une bonne dose d'expérience avec des jeunes qui sont performants, qui montent. Et ça nous permettra tout simplement de pouvoir trancher. À la fois mettre des jeunes performants pour cette Coupe d'Afrique des Nations et mettre aussi des joueurs expérimentés, mais qui n'ont pas eu assez de temps de jeu cette saison, qui se sont blessés. Donc, ça nous permettra d'avoir un très, très bon mixte. Et je pense qu'une bonne fois pour toutes, ça nous permettra aussi de doubler certains postes. Un exemple, au niveau de la charnière centrale, on a une charnière faite de Ivan Ndika et d'Ousmane Diomandé. Cette charnière-là pourra être doublée, pourquoi pas, par d'éventuels joueurs. Sur le côté de Serge Aurier, on a une doublure en personne de Wilfried Senghor, mais sur le côté de Ghislain Conan, il y a possibilité également de pouvoir doubler ce poste-là. Donc, je vois qu'on constate qu'il y a beaucoup d'avantages à aller à 27 et moi, je ne vois pas d'inconvénient véritablement à aller avec 27 joueurs. Aller avec 27 joueurs. OK, d'accord. Bon, voyons l'avis de M. Diomandé. Mamadou qui nous appelle le Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Oui. Bonsoir, M. Diomandé. Maguiline. Oui, M. Diomandé, je vous écoute. Comment vous allez? Avec un souvenir bien noir
sa robe bien jaune, sa belle voix, ça fait la 3 et je me rends peut-être aussi à ce Et je salue Balo, je salue Rodia, je salue Jean-Philippe, je salue tous les grands consultants là. D'accord. Monsieur Diomandé, vous avez vu que je peux porter du jaune aussi. Hein. Oui, mais c'était très bien pour les catégories noires là. Avec le lavabo jaune, vraiment ça fait une bonne équipe Lumega. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Ça fait 3 la 3. Donc, je le vous rends. D'accord. Bon. Et on est ensemble, Marie-Christine Degré. On est ensemble, toujours. La question LGT de ce soir, on y va pour la réponse. Marie-Christine. Oui. Gagé avec des 27 commandos qui vont défendre le drapeau au bord de la ville Ibrié. Si c'est validé par la CAF qu'on doit prendre 27 commandos, nous on avait des 27 commandos. Parce que le premier là, Bégué m'avait n'est pas la honte. Je vais ses parents à Tiens, là, je ne vais pas avoir la honte. Donc, il veut des vrais commandos. Et au bord de la ville Ibrié, qui vont pour la coupe d'arrêter et tout. Et le Sénégalais là, nous, c'est favori avec la clé. Nous, là, c'est la vie, il y a la vie, il y a la mer ici. Nous, tout ça, ça finit pas ici, ça finit ici. Il n'y a qu'à voir l'Algérie, au Maroc, tout ça, on est pour ça. Nous, on sait que la coupe d'arrêter la Côte d'Ivoire. D'accord, monsieur Diomandé. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. On est ensemble, oui. Oui, Henri Joël, on reste dans le oui hein, pour l'instant, avant de venir au non de Roger Stéphane. Alors déjà, il faut savoir que du côté de l'Europe, il y a les joueurs, puisque la majorité de nos joueurs, les internationaux, que ce soit surtout sur le continent africain, la majorité se retrouve du côté de l'Europe. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a tellement de compétitions en Europe que souvent les joueurs arrivent cramés. Donc par exemple, parer à cela, je pense qu'avoir cette liste élargie là permettra quand même aux sélectionneurs, même aux joueurs qui vont venir, d'être moins utilisés. Parce que si vous avez 23 joueurs et que la liste définitive a été déposée à la CAF et qu'il y a des blessures, vous êtes coincé. Vous êtes coincé. Or, avec cette ouverture-là, ça permet à l'entraîneur d'avoir des joueurs pour essayer de pallier à certaines blessures. Ensuite, aujourd'hui, il y a le nombre de minutes qui est joué et surtout qui est rattrapé hein, en ce qui concerne... C'est une loi qui a été envoyée par la FIFA, on a vu ça lors du Mondial, où on essaie de jouer les 90 minutes au complet, d'où les arrêts de jeu de 10 minutes à 12 minutes. Alors si on a cette liste élargie et surtout la possibilité de faire jusqu'à 5 remplacements, surtout en 3 sessions, ça permet quand même aux entraîneurs de reposer certains joueurs à des moments bien précis. Donc, je pense que c'est une très très bonne idée. Et puis ça permet aussi, comme les autres l'ont dit, hein, d'avoir des joueurs interchangeables au sein de l'équipe pour espérer plusieurs systèmes réfléchis, bien sûr, avant le début de la compétition. D'accord. On a M. Yeo Mamadou hein, qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, M. Yeo. Bonsoir, ma grande team. Comment vous allez? Ça va. D'accord, ok. Bon, on vous écoute, hein, M. Yeo. Est-ce que Jean-Louis Gasset doit prendre 27 joueurs ou moins? Bon, moi, je pense que les 27 joueurs, c'est une bonne option. Ok. Voilà, vu qu'on doit à domicile. Oui. On doit à domicile. Voilà, il faut qu'il se focalise plus sur le championnat. Il tire au moins là-bas tout un 4 joueurs sur les 23, il arrête déjà. Ok. Parce qu'en janvier, février, on a un climat un peu différent. D'accord. Voilà, donc si ça va prendre des joueurs qui sont qui venaient dans des appels là, on va avoir des problèmes de dos. D'accord. Voilà, donc moi c'est mon point de vue. Prendre quelques joueurs en championnat, tels que les Tetra qui connaissent mieux le climat. Ok. Bon, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Yeo Mamadou. Merci beaucoup. Donc, Jean-Louis Gasset doit-il prendre 27 joueurs au moins? Roger Stéphane nous dit non. Oui, j'ai mis non comme j'aurais pu mettre oui, hein, parce qu'elle avait été chaud au milieu des deux positions. Parce que j'estime que ce n'est pas une question cruciale. C'est vraiment pas une question cruciale, hein, qu'on soit 23 ou 24 ou 27, ça changerait véritablement. 27, ce n'est pas mauvais, parce que ça vous donne, c'est vrai, un large éventail, plus de choix. Ça permet de récupérer des joueurs qui sont un peu en difficulté, qu'on peut chercher à intégrer dans l'équipe. Oui, c'est vrai. Mais à 23 joueurs, tout le monde ne va pas jouer. Donc avec 27 joueurs, tout le monde ne jouera pas également. C'est connu dans toutes les compétitions. Donc le 23, pour moi, c'est un chiffre classique. De toutes les compétitions, il y a eu 23 joueurs. Les sélectionneurs ont toujours fait avec.
Je pense que 23 joueurs, c'est peut-être moins difficile à gérer que 27 joueurs. 23 joueurs, c'est avec eux que vous avez travaillé depuis un certain nombre de temps, à peu près la compétition sur les matchs amicaux, sur les éliminatoires. À 27, est-ce que ça va perturber votre travail ou bien le temps de travail? Je n'en sais rien, mais j'estime que ce n'est pas vraiment une question cruciale. Qu'on ait pu partir avec 23 joueurs, 27 joueurs, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Dans tous les cas, ce qu'il y a à faire, c'est de pouvoir choisir les meilleurs et les bons joueurs. Et dans ce cas-là, Gassé, depuis un peu plus d'un an qu'il est là, il est en train de faire un travail. Il s'est appuyé sur un certain nombre de garçons. Je pense qu'objectivement, ces 23 joueurs sont en train de se dessiner sur les dernières sorties qu'on a vues. C'est le même groupe quasiment qu'on a vu. Ça se dessine. Il manque peut-être à ajuster 2 joueurs ou 3 joueurs. Et peut-être l'ouverture à 27 va permettre d'intégrer tous ces joueurs parce qu'il y a des garçons à qui je pense, que je citerai tout à l'heure par rapport à la liste des 27. Mais dans le fond, ce n'est pas crucial, ce n'est pas primordial. Il n'y a pas d'inconvénient à aller à 23 et d'inconvénient à 24. Je pense que dans le fond, il n'y a pas grand changement. C'est pour ça que j'ai mis non, mais sinon, 23, 27 joueurs, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc, à mon avis. D'accord. Quand vous parlez de il n'y a pas d'inconvénient à aller avec 23 ou 27 joueurs, moi j'ai bien envie de vous demander, est-ce que si on restreint le nombre à 23 joueurs, est-ce que cela ne va pas plutôt toucher la stabilité au sein du groupe? Non, la stabilité elle est déjà là parce que les 23 c'est connu, les 23 sont en train de se dessiner. Plutôt si on a, voilà, si on avait fait 27, voilà, si on avait fait 27, oui, pourquoi pas, ça peut peut-être déstabiliser le groupe, je ne sais pas trop comment, parce que si le sélectionneur, comme les préparations, les matchs, a pris un groupe qu'il connaît, qu'il maîtrise, qu'il est en train de façonner, préparer, avec des conditions de travail, avec une stratégie, etc., avec un groupe avec lequel il a envie d'aller, et là, il doit en prendre 4 autres, même s'il n'en a pas envie vraiment, peut-être après, avec les égos, ça peut être un trop plein inutile, etc., mais... Donc il y a un inconvénient là. Oui, bon, peut-être, mais c'est pas, je dis, c'est minime quand même, il faut minimiser. Parce que même à 23 joueurs, vous pouvez avoir un problème d'ego dans le groupe. À 27 joueurs, vous pouvez avoir un problème d'ego dans le groupe. Donc c'est pas ça fondamentalement, mais je dis qu'il n'y a pas de grand changement, il n'y a pas d'effet véritablement sur la sélection, qu'on soit à 23 ou à 27. Je pense que c'est la même chose à mon avis. D'accord. Jean-Philippe, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Roger Stéphane dit que ce n'est pas un élément primordial, entre guillemets, prépondérant. Mais ça l'est, parce que vous allez aller dans une compétition où vos adversaires auront 27 joueurs. Donc, possibilité de faire tourner beaucoup plus leur effectif et donc d'avoir des joueurs assez frais lorsqu'ils vont vous affronter. Quand vous partez avec 23 sélectionnés, si on prend le cas de Jean-Luc Gassé, qui a un schéma préférentiel en 4-3-3, mais il évolue très souvent avec 3 défenseurs lorsqu'il estime que l'adversaire est d'un calibre moindre que celui des éléphants de Côte d'Ivoire. Si on se base sur la dernière sélection qu'il a eu à faire, à 23 joueurs, il aurait composé avec 3 gardiens, 7 défenseurs, 5 milieux de terrain et 8 offensifs. Alors que quand on joue dans ce 4-3-3-là, on s'est toujours plaint qu'au niveau du milieu de terrain, c'était un peu dégarni. Vous allez jouer des matchs où votre milieu de terrain est celui-là même qui doit faire le travail besogneux, donc qui va avoir les risques de blessures, les risques de cartons jaunes, d'accumulation de cartons jaunes, ainsi de suite. Vous risquez de vous handicaper même déjà pour la suite de la compétition. Ballon avait pris un exemple tout à l'heure. Il avait parlé de Bowo qui s'était blessé. Mais avant Bowo, il y a eu un exemple encore plus frappant en 2015. C'est la blessure de Cheikh Tioté, paix à son âme, qui, dès le deuxième match, s'est blessé grièvement et qui n'a plus joué jusqu'à la fin de la compétition. Hervé René est obligé de recomposer son groupe carrément pour s'adapter donc à la perte de ce joueur qui était primordial dans son système de jeu. Donc, c'est-à-dire que quand on donne cette possibilité à l'entraîneur de partir avec 27, ça lui permet d'avoir des joueurs, beaucoup plus de joueurs interchangeables et donc de ne pas avoir à modifier foncièrement son système par rapport à l'incapacité d'un de ses joueurs clés à pouvoir être sur le terrain. À 27, il pourra partir avec 3 gardiens, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain, 9 attaquants, voire même 6 milieux et 10 attaquants, puisqu'il aime beaucoup prioriser la base offensive. Donc, je pense que ce n'est pas un problème. Et pour terminer, Jean-Luc Gassé était déjà à une liste de 26 joueurs. Parce qu'il y avait les 25 qu'il a appelés dernièrement, plus Zaha, qui n'a pas pu venir pour un souci qui, je pense, était réglé entre l'entraîneur et lui. Donc, il lui manque plus qu'un seul nom pour avoir sa liste de 27. D'accord, ok. On a un appelant qui nous appelle de très loin, il s'appelle le Danané, monsieur Semi Bernabé. Comment vous allez? Bonsoir, monsieur. Oui, je vais bien. Pas de Danané, j'appelle de Paboué, Karani. Ah, bon, d'accord. Bon, c'est ce qu'on m'a dit en régie, c'est pas bien grave. Okay. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, moi je dis qu'il n'y a pas de convenience d'appeler 7 joueurs, 27 joueurs, bon, c'est toujours le même, hein, c'est toujours la même chose. Seulement qu'il y a 4 joueurs qui rajoutent les 23, il n'y a pas de problème à ça, il n'y a pas de problème à ça. Imagine, tu es payé à 50 000
et ton patron te demande d'ajouter 50 000 enfants de plus, ça fait 100 000. En tout cas, ça fait un bon projet pour ça, pour toi. Donc, il n'y a pas d'inconvénient en voulant aller avec 23 joueurs et 27 joueurs, et crois que c'est la même chose. Il peut y avoir des blessés. Il peut y avoir des blessés, et puis bon, qui va peser un peu. Donc, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'inconvénient pour vous. D'accord, ok. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Il salue la table, il salue la grande team. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Mais quand Jean-Philippe dit ça, finalement, on se demande comment toutes les sélections ont fait durant toutes les compétitions pour vous avec 23 joueurs. Parce que de tout temps, on était à 23 joueurs. Ça a réglé le problème des blessés, des permutations, etc., etc. Ça a réglé le problème des stratégies de jeu parce qu'un sélectionneur, quand il va à une compétition, avec 23 joueurs, il a ses stratégies de jeu. Les schémas, il va vouloir tel nombre de défenseurs, de milieu, etc., etc. Il a déjà ça avec 27 joueurs. Donc, les mêmes réalités ont existé véritablement avec 23 joueurs. Donc, ce n'est pas un effet je veux dire, qui apporte un plus véritablement. Parce que quand vous allez avec 23 joueurs dans une compétition, généralement, c'est 17 ou 18 qui jouent. Généralement, je dis généralement, c'est 17 ou 18 qui jouent. Si vous en avez 27, vous allez faire jouer combien? Donc, il y a de fortes chances que, comme c'est le cas d'ailleurs, comme c'est le cas depuis tout le temps, que tout le monde ne joue pas. Donc, on est 23 ou 27, le même problème demeure. Donc, à mon avis, comme je le dis depuis, 23, 27, il n'y a pas grand changement à mon avis. D'accord, Ballon n'est pas du tout de votre avis. Moi, je pense que 27, ça nous permet... Déjà, il faut préciser que le fait d'aller avec une liste de 27, ça ne remet pas en cause l'ossature de l'équipe qui sera titulaire. C'est totalement différent. Ouais. Pouvoir dissocier les deux. La liste de 27 inclut le banc de touche et ceux qui vont évoluer sur la pelouse. Maintenant, il faut savoir que le fait d'aller à 27 nous permet de faire un turnover durant la compétition. Il faut savoir que si la Côte d'Ivoire, on suppose que la Côte d'Ivoire remporte ses deux premiers matchs, c'est-à-dire le match face à la Guinée-Bissau et le match face au Nigeria, ça nous permet derrière de pouvoir reposer les titulaires sur le troisième match et de préparer déjà au mieux les huitièmes de finale. Et je pense que là, c'est un avantage considérable d'aller à 27 que d'aller à 23. 23, ça n'offre pas une marge de manœuvre large en ce qui concerne les turnovers et en ce qui concerne la capacité de pouvoir préparer le prochain tour si on remporte les deux premiers matchs. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, hein, voyons certains avis. Morrison Fofana nous dit qu'il doit prendre 27 joueurs. Lorsque la CAF avait décidé 23 joueurs, M. Gassé a dit le choix sera difficile parce qu'il y a trop de bons joueurs talentueux. Donc moi, il doit avoir 27 joueurs. On va à une compétition équilibrée. On doit tout prévoir. On doit prendre des mesures pour ne pas tomber dans les pièges de blessures. Bonne émission à vous. On a aussi Arsène Kemakra qui nous dit bien sûr que oui, car on aura plus de joueurs et ça sera bénéfique hein, pour notre sélection. Forcément, l'un des 4 joueurs de plus sera décisif de cette compétition. Donc, merci à la CAF d'avoir augmenté l'effectif des joueurs sélectionnés. Oui, Henri Joël. Alors, c'est vrai, où Stéphane a évoqué le fait que partir avec 23, ça a existé depuis très longtemps. Mais aussi, il faut signifier qu'on a changé quand même de format. Avant, c'était 16 équipes qui participaient à la CAN. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes à 24. C'est vrai qu'il y a un niveau de... Voilà, il y a un niveau. On est allé un peu... Finale. Voilà. Avant d'arriver en finale, on joue maintenant plus de matchs. Ensuite, quand on passe à 24 équipes, c'est vrai qu'il me semble qu'on a joué une seule compétition à 23. Et après, il y a eu la crise sanitaire où nous sommes passés à 27. Donc, 28. Je pense que 28 et puis bon, 27, je pense qu'il faut rester dans cette norme-là parce que ça permet aux joueurs quand même de venir et de ne pas être souvent essoufflés et repartir, reprendre peut-être leur place de titulaire au sein de leurs différentes équipes. Parce que c'est le gros risque avec les joueurs africains, surtout dans cette période, c'est que la majorité de ceux qui viennent se mettent en danger en ce qui concerne leur place de titulaire dans le club. Donc, s'ils viennent, qu'ils ne sont pas suffisamment utilisés, je pense qu'ils ont cette capacité-là à reprendre la compétition dès la fin de la Coupe d'Afrique et dès le moment qu'ils arrivent dans le club. Or, se limiter à 23 et venir jouer avec des risques de blessures peut mettre un frein peut-être à l'évolution d'un... Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs jeunes joueurs au sein de l'équipe nationale. Ça peut mettre un frein à l'évolution de ces jeunes joueurs-là, surtout au retour de la compétition. Donc, je pense que 27, comme on l'a dit tous ici, ça permet aux sélectionneurs de voir et surtout d'utiliser moins certains joueurs qui peut-être se seraient placés au-dessus du lot en ce qui concerne leur performance. D'accord. Oui, Jean-Philippe. Moi, j'aurais aimé qu'on pose cette question même à un entraîneur comme Didier Deschamps ou un entraîneur comme Aimé Jacquet, qui en 98 avait dû écarter certains grands joueurs
Voilà, Guivache, Guivache avait joué, comme ça s'appelle, Ibrahim Ba du Milan AC et autres. Cantona et autres, Ginola. Et il avait dit que c'était, il avait dit, non, mais je parle, il y avait Martin Djetou, avant le mondial 98, il y avait une bande de 5 joueurs qui avaient été laissés, Martin Djetou, Ibrahim Ba et autres. Et il avait dit que c'était un déchirement pour lui parce que ces garçons méritaient tout autant que ceux qui étaient sélectionnés de jouer le mondial. Mais ça, c'est la petite brève historique. Quand je regarde l'équipe de Côte d'Ivoire, pour revenir à ce qui nous concerne, sur la dernière liste des appelés de Jean-Louis Gasset, je l'ai dit, il était à 25 plus 1. Parce que le plus 1, c'était Zaha, donc il avait expliqué le cas. Donc il avait déjà un groupe de 26 joueurs. S'il devait passer à un groupe de 23, il a dit lui-même le choix allait être difficile. Quels sont les joueurs qui risquaient de ne pas partir à la Coupe d'Afrique des Nations si on jouait à 23? Il y avait déjà Zaha Wilfried, qui risquaient de ne pas venir à cette Coupe d'Afrique des Nations. Même si les noms que je donne, ce sont des joueurs qui ne sont pas quasi sûrs de participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais aujourd'hui, à un mois de la compétition, on estime que faisant partie du groupe, il y a des fortes chances qu'ils y soient. Il y a Konaté Karim, qui pourtant, sur cette fenêtre, a démontré de très belles choses, des choses intéressantes. Mais il allait être en ballottage défavorable si on partait à 23. Il y a Diakité Oumar, qui a été très intéressant face au Maroc. Mais à la suite de ses prestations, il y a eu quelques contestations. L'entraîneur allait devoir réfléchir sur sa volonté de partir avec le garçon ou pas. Il y a également Hassan Kamara, qui était venu pour jouer la doublure de Ghislain Conan sur le côté gauche. Il y a Crasso même Jean-Philippe, qui évolue du côté de la République tchèque. Et il y a Simon Adingra. Sur la liste de ces jeunes, le sélectionneur allait devoir choisir de s'en passer de 2. Alors qu'on lui dit que Coach vous partez à 27. Mais pour lui, c'est une joie. Puisque ces garçons sont déjà intégrés dans son groupe de 25 plus 1. Donc, il se dit en ce moment, je n'ai plus de choix à faire, puisque ces garçons m'ont montré qu'ils avaient la capacité de partir avec moi à la Coupe d'Afrique des Nations. Il me reste à trouver le dernier joueur avec lequel je vais partir à cette compétition. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que dans la configuration actuelle de l'équipe de Côte d'Ivoire, 23 est pareil que 27. Je dis non. Parce qu'on a des garçons qui ont travaillé pendant 2 ans. Il y a des choses intéressantes que certains jeunes ont démontrées maintenant. Et quand on s'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, savoir déjà que ces garçons-là ont toutes les chances d'aller à cette compétition-là, je pense que c'est rassurant, non seulement pour l'entraîneur, mais également pour le public sportif ivoirien. La preuve, même ce matin, il y a eu un débat sur le 27e joueur. Certains parlent de faire revenir Gervinho. D'autres estimaient que Nicolas Pepe devait revenir. Bon, malheureusement, il s'est blessé. Il risque d'être à coup pour la compétition. D'autres parlaient d'Eric Bailly. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation où on demande à ce qu'on retire un joueur pour faire venir ces derniers, mais qu'on veut les voir pour compléter l'équipe nationale. Moi, j'ai mon coup de cœur. Mais bon, peut-être que si on avance dans ce sujet-là, je donnerais peut-être qu'il serait le 27e, même si ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà. Stéphane, une seconde. Précisez aussi que le débat, justement, a eu lieu sur la 3. Oui, bien sûr. Dans l'heure des tchatcheurs. Voilà, on a un appelant. On a Michel Bédou qui nous appelle de Marcory. Bonsoir, monsieur. Allô? Monsieur Bédou? Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes en direct sur la 3, on vous écoute. Bonsoir madame. Oui, rebonsoir. Oui, je suis Michel Bédou, j'appelle de Marcory. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur de la télé ou couper complètement la télé? Parce qu'on vous entend. Je vous vois pas mal, hein? Mais parce que vous êtes à côté de votre télé. Bon, on va interrompre la conversation. Pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. Oui, juste... Non. Voilà, oui, Roger Stéphane. Bon, ils ont tous la même position. Donc, alors, je dis, tout le problème qu'ils posent, on le vit avec la liste des 23. Donc, ce n'est pas nouveau. Quand on sélectionne 23 joueurs dans la liste, on a les titulaires, on a les remplaçants, et généralement, on a un troisième groupe de ceux qui ne sont pas sûrs de jouer. Allez demander aux 2 autres gardiens, très souvent, qui ne sont pas sûrs de jouer. Alors, si on prend les 4 autres, ils sont dans quelle catégorie? Je ne sais pas trop. C'est turnover ou quoi? Je ne sais pas quelle est la catégorie. Mais avec 23, le schéma était déjà connu. Sur la notion du troisième match de poule qui permet de faire tourner le match, qui permet de faire tourner l'effectif, on a déjà fait. Mais attention, si vous avez 2 victoires, vous avez 6 points. Si vous avez 6 points, vous n'êtes pas sûr de terminer leader de la poule. Vous pouvez terminer deuxième. Deuxième, ça vous emmène à affronter le premier. Donc, sur le troisième match, il peut arriver que, oui, sur ce même troisième match, vous allez jouer vos joueurs d'équipe type, parce qu'il faut gagner pour assurer la première place, pour croiser peut-être un meilleur troisième qui est plus négociable qu'un premier ou un deuxième. Donc, sur ça, à chaque moment, on peut avoir l'équipe type à partir de la 3e journée. Et quand on continue la compétition, on arrive au 8e, au quart, au demi et autres, c'est toujours l'équipe type. Donc, quoi qu'on dise, quand on a 23 joueurs comme une compétition, je dis tout le monde ne joue pas. Tout le monde ne joue pas, généralement tout le monde ne joue pas. Donc, à 27 joueurs, vous allez vous rendre compte que oui, il y a des joueurs qui ne vont pas jouer. S'ils ne jouent pas, bon, maintenant, finalement, quel est le rapport dans le groupe?
Maintenant, ce n'est pas tout à fait faux de dire que quand on a 27, oui, ça offre plus de possibilités, il y a plus de flexibilité, etc. etc. Mais ma conclusion est celle-là. Quand on y est avec 23 ou 27, à mon avis, il n'y a pas grand danger, à la vérité. D'accord. Permettez-moi d'avancer, s'il vous plaît, messieurs. Jean-Louis Gasset a un groupe très stable. Justement, on voit en infographie, hein, depuis septembre 2023. Plusieurs joueurs ont été appelés depuis son arrivée. Au niveau des gardiens de but, c'est Fofana Yaya, Badrali Folia Yahi, 9 défenseurs Serge-Aurier, Sengo, Ghislain Conan, Willy Bouli, Evan Dika, Ousmane Diomandé, Odilon Kosono, Sila Baka, Hassan Kamara, 6 milieux de terrain. Seko Fofana, Frankessier, Sangaré, Ibrahim Jean, Michael Seri, Traoré, Ahmed Junior et Doumbia Idrissa. Et puis 11 attaquants, Simon Dengra, Jonathan Bomba, Ouma Diakité, Max Alain Gradel, Sébastien Allais, Karim Konaté, Christian Kouame, Jean-Philippe Crasso, Maxwell Cornet, Wilfried Zaha, Jérémy et Jérémy Boga. Est-ce que c'est pas mieux d'aller à la CAN avec ce groupe-là, Henri Joël? Non, je vois toi déjà qui n'iront pas. Hein. C'est passé. Allez, il a la parole. Il a la parole. Voilà. Est-ce que c'est pas mieux d'aller à la CAN avec ce groupe? Alors, déjà, ça fait combien? 12? Ça fait... 12 plus 6, ça fait 18. 18 plus 11. Là, on a plus de 23, là. On a 29 joueurs. On a plus de 23, là. Il va falloir en retirer 2. Oui. Voilà, Doumbia Drissa, ça fait un bon moment qu'il ne sera pas là. Maxwell Koné également. En équipe nationale. Maxwell Koné également. Donc, si on doit en retirer voilà, les 2. Sila Baka également ne vient pas. Donc, nous sommes maintenant à 26. Voilà. Je pense que voilà, l'entraîneur, c'est plus l'entraîneur qui connaît mieux son groupe. Maintenant, si nous, on doit essayer aussi peut-être à 26, puisque j'en ai retiré 3. Si on doit ajouter 1, bon, je pense que sur le front de l'attaque, il faudrait penser peut-être, d'autres ne seront pas d'accord avec moi, il faudrait penser à un garçon comme... non, pas Bayo. Ah, quoi, c'est vrai. Evra. Oui, parce qu'au niveau des élites, c'est vrai que... Non, on a trop d'attaquants. Ça peut faire rire, mais aujourd'hui, nous avons Simon Adengra et Diakité qui sont très jeunes. Je ne dis pas que cette jeunesse-là sera un handicap pour les deux joueurs, mais avoir un garçon comme Evra, qui a déjà participé à une Coupe d'Afrique, je pense que ça peut être intéressant. Il viendra pas en tant que titulaire, mais je pense que pour son expérience de la Coupe d'Afrique et surtout pour sa manière de jouer, parce que c'est un joueur qui est très, très généreux dans l'effort, ça, il faut le reconnaître, et surtout qui aime bien servir l'attaquant de pointe, parce que, remarquez très bien, la majorité des buts de Haller souvent sont venus par lui. Moi, je pense que ça peut être une bonne solution pour l'équipe nationale. Oui, et moi, je pense que oui, il faut aller avec ces joueurs-là, parce que pour la plupart, ce sont des joueurs de grande qualité, mais on a oublié un détail important aussi, la promotion des joueurs locaux. Merci. Pas forcément pour être titulaire, mais la liste de 27 nous permet, pourquoi pas, d'aller piocher des joueurs intéressants dans le championnat ivoirien pour qu'ils puissent se familiariser au climat des grandes compétitions, pour non seulement être compétitifs avec leur club, contribuer au développement du championnat national, mais également préparer l'avenir de la sélection ivoirienne, parce que c'est vrai que la plupart des joueurs sont assez jeunes, mais l'avenir de la sélection ivoirienne sur 10, 15, 20 ans ne va pas se limiter à ces joueurs. Donc déjà, le fait d'aller à 27 permet de s'acclimater aux grandes compétitions, de préparer l'avenir. Donc, c'est très intéressant. Permettez-moi, s'il vous plaît, messieurs. Jean-Louis Gasset doit-il prendre 27 joueurs ou moins? Écoutons aussi le public sportif ivoirien, s'il vous plaît. Merci. Gasset doit compléter les 27 joueurs pour que vraiment ça puisse soigner beaucoup de lacunes dans nos joueurs et dans notre équipe. Parce que cette année, vraiment, c'est une année de grâce. Nous recevons toute l'Afrique. Donc il faudrait que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Pour ma part, il est avantageux que nous complétons les joueurs à 27 parce que ça nous donne plus de possibilités. Car 23, c'est bien que les 23 joueurs, c'est déjà top. Les joueurs sont vraiment très bons. Mais je me dis que c'est avantageux pour l'entraîneur de compléter à 27 parce que ça nous donne encore plus de possibilités. Je pense que Jean-Luc Gasset peut compléter jusqu'à 27 membres dans l'équipe parce que ça permettrait, si lors des matchs, il y a des personnes blessées, ça faciliterait les changements. Mais également, ça nous permettrait de découvrir d'autres talents parce que sûrement, il y a des personnes cachées dans l'ombre qui veulent faire valoir leurs talents. Donc, ça sera une occasion de découvrir d'autres choses qu'on a déjà vues par rapport aux 23 membres de l'équipe présente. 27, c'est mieux. Hein. 23, là... Moi, pas trop confiance.
On doit ajouter encore. On a beaucoup de potentiel au fait. Il y a plein de joueurs qui sont encore là. En ces 2 jours, on voit que le championnat, il y a beaucoup de blessés. Donc on ne sait pas ce qui peut arriver au premier match de la CAN. Donc il doit chercher d'autres vaillants guerriers, éléphants pour venir compléter l'effectif selon moi. Le 2 janvier, c'est... Voilà, Jean-Luc Gasset doit-il prendre 27 joueurs ou moins? On a eu l'avis du public sportif ivoirien. Oui, Roger Stéphane, vous voulez... Non, je suis d'accord avec le public sportif. Maintenant, sur le groupe qu'on a eu déjà, le dernier groupe qu'on a eu, les joueurs qu'on a eu, les garçons qui manquent véritablement par rapport au dernier groupe qu'on a eu, c'est Bailly, c'est Pépé, c'est Evra et c'est Zaha. C'est les 4 là qui manquent. Donc, si on doit aller à une liste de 27, on va voir les 23 qu'on a eu sur les dernières sorties des éléphants, plus les garçons que j'ai cités là. C'est eux qui manquent vraiment encore au groupe de Jean-Luc Gasset. Mais en même temps, ce sont les garçons que Gasset connaît. Il les connaît, il les a déjà utilisés à plusieurs reprises pour certains. Certains ont donné des satisfactions. Aujourd'hui, ils sont un peu en baisse de forme. D'autres sont en train de se rechercher une nouvelle santé. D'autres ont un problème, ont besoin de s'intégrer davantage dans le groupe des éléphants. Mais dans tous les cas, bon, on va regarder Jean-Luc Gasset. C'est lui qui va décider. Il y a des avantages à avoir 27. Il n'y a pas de drame à rester à 23. Maintenant, Jean-Luc Gasset va décider, c'est lui qui est le grand patron. D'accord. Puisque vous partez dans des noms, on commençait à citer quelques noms. Jean-Philippe, on écoute donc... Mais moi, je vais emboîter le pas au propos de Ballot. Moi, je le dis aujourd'hui, au niveau des gardiens de but, on a une assurance avec les 3. Au niveau de la défense, on a 8 défenseurs sur la liste des 25. C'est au milieu de terrain qu'on a toujours estimé que l'entraîneur avait du mal à faire ses choix. Il partait avec 5 milieux de terrain. C'est une compétition où le milieu va être beaucoup sollicité. C'est vrai qu'au niveau de l'attaque, on a certains ailiers qui peuvent venir les aider, mais on parle véritablement du milieu et de ce 6 qu'on n'a pas. Donc moi, je serais pour la promotion d'un joueur local. Je pense que le capitaine de la SEC Mimosa réalise de très belles choses. Il joue aujourd'hui à haut niveau sur le continent avec la Champions League africaine. Il démontre de très belles choses à K6. Il a joué le Chan. Je pense que ce garçon-là pourrait... dans cette liste-là, en tant que 27e joueur, mais il ne sera pas titulaire. Mais non, on ne cherche pas. On connaît déjà le trio qui va jouer le milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est Seko, c'est Sangaré, c'est Kessi. Derrière, vous avez Seri-Jean. Mais Seri-Jean, non, si, je préfère, mais Seri-Jean n'est pas ce 6 destructeur. Seri-Jean, c'est un 6 qui relance les ballons. Et on a le dernier dont vous venez de dire le nom, Traoré Ahmed, qui était plus 10. Donc on n'a pas de 6. Mais 6 pourra pas. Voilà, donc si moi j'ai le choix à faire, je dirais qu'il faut partir avec un 6 qui est un véritable 6 et qui peut détruire les attaques adverses. Ou même Sankara Karamoko aussi, qui s'en sort bien en tant qu'attaquant, juste pour apprendre. Donc oui, lui aussi, il a sa place. D'ailleurs, il a délivré la SEC Mimosa récemment lors d'un match assez compliqué face au Wydad Athletic Club. Donc s'il y a des locaux à promouvoir, oui, il en fait partie aussi. Kwame Krasso, à l'heure. Moi, je dirais de regarder par exemple du côté de la Tanzanie, Atoula. Voilà. Atoula qui, pour moi, peut avoir une place dans cette équipe parce que c'est un joueur qu'on peut utiliser à gauche comme à droite. Il vient remplacer D'accord, donc Cannes 2023, le temps est arrivé, c'est terminé. Vous avez rendu compte qu'on peut aller jusqu'à 30 Jean-Luc Gasset. On peut aller jusqu'à 30. On peut aller jusqu'à 30. Donc je termine, messieurs. Jean-Luc Gasset doit-il prendre 27 joueurs ou moins? Bon, je pense que vous avez eu suffisamment de temps, messieurs, pour le débat de ce soir. Il est l'heure, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, et aussi appelant pour votre participation. Aussi, ceux qui nous ont écrit sur la page Facebook de la 3, ici sur le plateau, merci beaucoup. Très chers consultants, Ballot, Henri Joël, Roger Stéphane et Jean-Philippe. Bon, on se quitte, on part se reposer un tout petit peu pour se retrouver demain en direct, toujours 20h30 sur la 3. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.